La pièce est devenue silencieuse. Un silence lourd, oppressant. Le visage d'Éléonore s'est vidé de toute couleur. Henri s'est étranglé avec ces mots. Sophie a haleté. Antoine s'est levé, pâle et confus. J'ai marché vers l'avant de la pièce, le claquement de mes talons sur le marbre résonnant dans le silence. Je me suis tenu derrière le pupitre et j'ai souri. Un sourire qui ne trahissait aucune émotion, seulement une certitude inébranlable. Bonjour, Éléonore, Henri, Sophie, Antoine. Vous m'avez manqué? Éléonore, la première, a retrouvé sa voix, un son rauque. Qu'est-ce que cela signifie? La sécurité. J'ai gardé mon sourire. La sécurité travaille pour moi, maintenant. Asseyez-vous. Elle s'est assise, abasourdie, ses yeux fixés sur moi. J'ai continué, ma voix calme et claire, résonnant dans la pièce. Permettez-moi de me présenter correctement. Mon nom est Claire Dubois-Moreau, présidente directrice générale du groupe Moreau International, PDG de la collective Phoenix, et depuis 9 heures ce matin, actionnaire majoritaire de Montaigne Patrimoine. J'ai possédé 64% de leur entreprise. J'avais racheté toutes leurs dettes. C'était légal, contraignant, et absolu. Henri m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Vous êtes cette Moreau? Laurent Moreau était votre père? J'ai hoché la tête. Oui, l'homme qui a bâti un empire de 75 milliards d'euros. L'homme dont vous n'avez jamais pris la peine de vous enquérir, parce que vous m'avez cru dénué de tout. Puis, j'ai fait jouer les vidéos. Chaque gifle, chaque mot cruel, chaque moment d'abus que j'avais enduré. La vidéo de Sophie plaçant le collier. Les enregistrements audio des manipulations d'Éléonore. Les dossiers médicaux prouvant ma fausse couche, et la confession du médecin, terrifié, qui avait menti. Et enfin, les images de la fête de divorce. Éléonore faisant sauter le bouchon de champagne, ses rires. Les invités qui applaudissaient. Moi, traîné dehors. Camille embrassant Antoine. La pièce entière regardait, horrifiée. Les journalistes enregistraient chaque instant. Antoine s'est levé, les larmes coulant sur son visage. Claire, je ne savais pas pour le bébé. Je l'ai regardé, la glace dans mes veines. 10 semaines de grossesse, Antoine. Notre enfant est mort à cause de la violence de ta mère et de ta lâcheté, et tu l'as laissé organiser une fête pour célébrer notre divorce. Il s'est effondré sur sa chaise, sanglotant. Je suis si désolée. Je l'ai coupé. Désolé ne ramènera pas notre bébé. Désolé n'effacera pas 5 ans de torture. Désolé n'a aucune valeur quand il arrive trop tard. Éléonore a bondi vers moi, hurlant que je n'étais rien, que je serais toujours rien, qu'elle aurait dû me tuer quand elle en avait eu l'occasion. La sécurité l'a retenue tandis que je restais là, parfaitement calme. Merci pour cette confession, ai-je dit doucement. Nous enregistrons. Puis, j'ai exposé mes conditions. Je prenais entièrement le contrôle de Montaigne Patrimoine. Henri a été démis de ses fonctions de PDG. Antoine a été licencié. Sophie a été licenciée. L'entreprise serait restructurée pour construire des logements sociaux. 70% des bénéfices iraient à des associations d'aide aux victimes de violences conjugales. Le nom Montaigne serait effacé. Mais je n'avais pas terminé. Des accusations criminelles pour Éléonore, voies de fait, fraude, complot. Les procureurs avaient déjà mes preuves. Henri ferait face à des accusations fédérales pour fraude fiscale. Sophie serait poursuivie pour diffamation et fraude. Et Antoine. Le divorce était invalide en raison d'erreurs techniques. J'avais droit à 50% de son fonds fiduciaire, 47 millions d'euros. Je prendrais chaque centime. Puis, j'ai porté le coup final. Oh, et Éléonore,
Vous vous souvenez de votre précieux hôtel particulier? Celui qui est dans votre famille depuis 6 générations? Je l'ai acheté ce matin. Une offre en espèces. 85 millions d'euros. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Je le transforme en un centre d'hébergement pour les survivantes d'abus. Votre héritage sera d'aider les personnes même que vous méprisiez. Éléonore s'est effondrée, hyperventilant. J'ai regardé chacun d'eux une dernière fois. Vous avez célébré ma destruction. Alors, je célèbre la vôtre. La différence, c'est que j'ai réellement le pouvoir de faire en sorte que la mienne se produise. Puis, je me suis retourné et je suis sorti. Mon équipe juridique est restée pour finaliser les détails. Les journalistes se sont précipités pour publier l'histoire. Et les montagnes sont restées, en ruine. Après le tumulte de cette réunion, où les masques sont tombés et les verdicts ont été prononcés, la famille de Montaigne s'est effondrée. Éléonore, Henri et Sophie ont dû faire face aux conséquences de leur choix, au banc des tribunaux, aux lourdes peines. Montaigne Patrimoine a été démantelé, puis reconstruit sous une nouvelle vision. Leurs noms, autrefois synonymes de prestige, ont été effacés, balayés par le vent des révélations et de la justice. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire, ni le point culminant de ma quête. Un jour, Antoine a tenté de me revoir. Il est apparu à mon bureau, dans le hall de l'immeuble. Ses appels n'avaient pas été retransmis. Il était là, son visage défait, criant mon nom, me disant qu'il m'aimait, qu'il était désolé. La sécurité m'a prévenu, et je suis descendu. Nous nous sommes regardés, à travers ce grand hall de marbre, et je n'ai rien ressenti. Aucun amour, aucune haine. Juste un vide, une absence là où il y avait eu tant. Tu ne m'as pas aimé, Antoine, lui ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Tu as aimé l'idée de moi. Tu as aimé avoir quelqu'un qui te faisait te sentir comme une bonne personne. Mais quand ça a compté, quand j'avais besoin que tu sois réellement une bonne personne, tu as choisi le silence. Notre bébé est mort à cause de ton silence. Je suis morte à l'intérieur à cause de ton silence. Et maintenant tu veux le pardon parce que tu souffres. J'espère que tu vivras longtemps, Antoine. Assez longtemps pour comprendre le poids de tes choix. Je me suis détournée. Je ne l'ai jamais revu. Ce n'était pas un adieu amer, juste la reconnaissance d'une vérité simple, mais douloureuse. J'ai honoré la vision de mon père. Le groupe Moreau International, sous ma direction, a investi dans des logements sociaux à travers tout le pays, dans des écoles pour les communautés défavorisées, des programmes de formation professionnelle pour les survivantes d'abus. L'hôtel particulier des Montagnes, ce lieu où j'avais tant souffert, est devenu Havre de Clère, le plus grand centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales du pays. 200 lits, des services de thérapie, des formations, une crèche. Chaque pièce où j'ai pleuré, où j'ai été humilié, aide maintenant quelqu'un à guérir. C'est une étrange ironie du destin, n'est-ce pas? J'ai aussi pris le temps de me guérir. 2 fois par semaine, j'allais en thérapie, pour démêler le traumatisme, le deuil, l'absence de mon père. J'ai compris que la vengeance fait du bien sur le moment, oui, il y a un certain soulagement, mais la guérison, elle, fait du bien à long terme. Chaque samedi matin, je me rends au Havre de Clère pour enseigner l'art aux enfants, des petits visages qui me rappellent la Claire que j'étais. Des enfants qui ont été blessés, mais qui n'ont pas abandonné. Je leur dis souvent, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. 1 an après cette réunion mémorable, j'ai reçu une lettre d'Éléonore, de prison. Son écriture était tremblante, désespérée. Elle me disait que j'avais détruit toute sa vie, qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'était rien. Elle me demandait si j'étais heureuse maintenant. J'ai lu sa lettre une fois. Puis, j'ai écrit une seule phrase en réponse. Maintenant, vous savez ce que j'ai ressenti. La différence,
c'est que je ne le méritais pas. Je l'ai envoyée, et je n'ai plus jamais repensé à elle. On me demande parfois si cette vengeance en valait la peine. Si je me sens coupable d'avoir détruit la famille de Montaigne. Ma réponse est simple. Je ne me sens pas coupable de m'être protégée. Je ne me sens pas coupable d'avoir dénoncé des abuseurs. Éléonore voulait me briser. Elle voulait que je croie que je n'étais rien. Mais je n'étais rien. Je n'ai jamais été rien. Et au moment où j'ai réalisé cela, au moment où je suis entré dans l'héritage de mon père, je suis devenu inarrêtable. Les Montaigne pensaient que ma pauvreté me rendait faible. Ils se sont trompés. Elle m'a rendue résiliente. Et quand j'ai enfin eu le pouvoir, j'ai su exactement comment l'utiliser. Non pas pour devenir comme eux, mais pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et la justice ne s'excuse pas. Après le tumulte de cette réunion, où les masques sont tombés et les verdicts ont été prononcés, la famille de Montaigne s'est effondrée. Éléonore, Henri et Sophie ont dû faire face aux conséquences de leur choix, au banc des tribunaux, aux lourdes peines. Montaigne Patrimoine a été démantelé, puis reconstruit sous une nouvelle vision. Leurs noms, autrefois synonymes de prestige, ont été effacés, balayés par le vent des révélations et de la justice. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire, ni le point culminant de ma quête. Un jour, Antoine a tenté de me revoir. Il est apparu à mon bureau, dans le hall de l'immeuble. Ses appels n'avaient pas été retransmis. Il était là, son visage défait, criant mon nom, me disant qu'il m'aimait, qu'il était désolé. La sécurité m'a prévenu, et je suis descendu. Nous nous sommes regardés, à travers ce grand hall de marbre, et je n'ai rien ressenti. Aucun amour, aucune haine. Juste un vide, une absence là où il y avait eu tant. Tu ne m'as pas aimé, Antoine, lui ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Tu as aimé l'idée de moi. Tu as aimé avoir quelqu'un qui te faisait te sentir comme une bonne personne. Mais quand ça a compté, quand j'avais besoin que tu sois réellement une bonne personne, tu as choisi le silence. Notre bébé est mort à cause de ton silence. Je suis morte à l'intérieur à cause de ton silence. Et maintenant tu veux le pardon parce que tu souffres. J'espère que tu vivras longtemps, Antoine. Assez longtemps pour comprendre le poids de tes choix. Je me suis détournée. Je ne l'ai jamais revu. Ce n'était pas un adieu amer, juste la reconnaissance d'une vérité simple, mais douloureuse. J'ai honoré la vision de mon père. Le groupe Moreau International, sous ma direction, a investi dans des logements sociaux à travers tout le pays, dans des écoles pour les communautés défavorisées, des programmes de formation professionnelle pour les survivantes d'abus. L'hôtel particulier des Montagnes, ce lieu où j'avais tant souffert, est devenu Havre de Clère, le plus grand centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales du pays. 200 lits, des services de thérapie, des formations, une crèche. Chaque pièce où j'ai pleuré, où j'ai été humilié, aide maintenant quelqu'un à guérir. C'est une étrange ironie du destin, n'est-ce pas? J'ai aussi pris le temps de me guérir. 2 fois par semaine, j'allais en thérapie, pour démêler le traumatisme, le deuil, l'absence de mon père. J'ai compris que la vengeance fait du bien sur le moment, oui, il y a un certain soulagement, mais la guérison, elle, fait du bien à long terme. Chaque samedi matin, je me rends au Havre de Clère pour enseigner l'art aux enfants, des petits visages qui me rappellent la Claire que j'étais. Des enfants qui ont été blessés, mais qui n'ont pas abandonné. Je leur dis souvent, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. 1 an après cette réunion mémorable, j'ai reçu une lettre d'Éléonore, de prison. Son écriture était tremblante, désespérée. Elle me disait que j'avais détruit toute sa vie, qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'était rien. Elle me demandait si j'étais heureuse maintenant. J'ai lu sa lettre une fois. Puis,
J'ai écrit une seule phrase en réponse. Maintenant, vous savez ce que j'ai ressenti. La différence, c'est que je ne le méritais pas. Je l'ai envoyée, et je n'ai plus jamais repensé à elle. On me demande parfois si cette vengeance en valait la peine. Si je me sens coupable d'avoir détruit la famille de Montaigne. Ma réponse est simple. Je ne me sens pas coupable de m'être protégée. Je ne me sens pas coupable d'avoir dénoncé des abuseurs. Éléonore voulait me briser. Elle voulait que je croie que je n'étais rien. Mais je n'étais rien. Je n'ai jamais été rien. Et au moment où j'ai réalisé cela, au moment où je suis entrée dans l'héritage de mon père, je suis devenue inarrêtable. Les Montaigne pensaient que ma pauvreté me rendait faible. Ils se sont trompés. Elle m'a rendue résiliente. Et quand j'ai enfin eu le pouvoir, j'ai su exactement comment l'utiliser. Non pas pour devenir comme eux, mais pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et la justice ne s'excuse pas. Après le tumulte de cette réunion, où les masques sont tombés et les verdicts ont été prononcés, la famille de Montaigne s'est effondrée. Éléonore, Henri et Sophie ont dû faire face aux conséquences de leur choix, au banc des tribunaux, aux lourdes peines. Montaigne Patrimoine a été démantelé, puis reconstruit sous une nouvelle vision. Leurs noms, autrefois synonymes de prestige, ont été effacés, balayés par le vent des révélations et de la justice. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire, ni le point culminant de ma quête. Un jour, Antoine a tenté de me revoir. Il est apparu à mon bureau, dans le hall de l'immeuble. Ses appels n'avaient pas été retransmis. Il était là, son visage défait, criant mon nom, me disant qu'il m'aimait, qu'il était désolé. La sécurité m'a prévenu, et je suis descendu. Nous nous sommes regardés, à travers ce grand hall de marbre, et je n'ai rien ressenti. Aucun amour. Aucune haine. Juste un vide, une absence là où il y avait du temps. Tu ne m'as pas aimé, Antoine, lui ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Tu as aimé l'idée de moi. Tu as aimé avoir quelqu'un qui te faisait te sentir comme une bonne personne. Mais quand ça a compté, quand j'avais besoin que tu sois réellement une bonne personne, tu as choisi le silence. Notre bébé est mort à cause de ton silence. Je suis morte à l'intérieur à cause de ton silence. Et maintenant tu veux le pardon parce que tu souffres. J'espère que tu vivras longtemps, Antoine. Assez longtemps pour comprendre le poids de tes choix. Je me suis détournée. Je ne l'ai jamais revu. Ce n'était pas un adieu amer, juste la reconnaissance d'une vérité simple, mais douloureuse. J'ai honoré la vision de mon père. Le groupe Moreau International, sous ma direction, a investi dans des logements sociaux à travers tout le pays, dans des écoles pour les communautés défavorisées, des programmes de formation professionnelle pour les survivantes d'abus. L'hôtel particulier des Montagnes, ce lieu où j'avais tant souffert, est devenu Havre de Clère, le plus grand centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales du pays. 200 lits, des services de thérapie, des formations, une crèche. Chaque pièce où j'ai pleuré, où j'ai été humiliée, aide maintenant quelqu'un à guérir. C'est une étrange ironie du destin, n'est-ce pas? J'ai aussi pris le temps de me guérir. 2 fois par semaine, j'allais en thérapie, pour démêler le traumatisme, le deuil, l'absence de mon père. J'ai compris que la vengeance fait du bien sur le moment, oui, il y a un certain soulagement, mais la guérison, elle, fait du bien à long terme. Chaque samedi matin, je me rends au Havre de Clère pour enseigner l'art aux enfants, des petits visages qui me rappellent la Claire que j'étais. Des enfants qui ont été blessés, mais qui n'ont pas abandonné. Je leur dis souvent, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. 1 an après cette réunion mémorable, j'ai reçu une lettre d'Éléonore, de prison. Son écriture était tremblante, désespérée. Elle me disait que j'avais détruit toute sa vie, qu'elle n'avait plus rien,
qu'elle n'était rien. Elle me demandait si j'étais heureuse maintenant. J'ai lu sa lettre une fois. Puis, j'ai écrit une seule phrase en réponse. Maintenant, vous savez ce que j'ai ressenti. La différence, c'est que je ne le méritais pas. Je l'ai envoyée, et je n'ai plus jamais repensé à elle. On me demande parfois si cette vengeance en valait la peine. Si je me sens coupable d'avoir détruit la famille de Montaigne. Ma réponse est simple. Je ne me sens pas coupable de m'être protégée. Je ne me sens pas coupable d'avoir dénoncé des abuseurs. Éléonore voulait me briser. Elle voulait que je croie que je n'étais rien. Mais je n'étais rien. Je n'ai jamais été rien. Et au moment où j'ai réalisé cela, au moment où je suis entrée dans l'héritage de mon père, je suis devenue inarrêtable. Les Montaigne pensaient que ma pauvreté me rendait faible. Ils se sont trompés. Elle m'a rendue résiliente. Et quand j'ai enfin eu le pouvoir, j'ai su exactement comment l'utiliser. Non pas pour devenir comme eux, mais pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et la justice ne s'excuse pas. Après le tumulte de cette réunion, où les masques sont tombés et les verdicts ont été prononcés, la famille de Montaigne s'est effondrée. Éléonore, Henri et Sophie ont dû faire face aux conséquences de leur choix, au banc des tribunaux, aux lourdes peines. Montaigne Patrimoine a été démantelé, puis reconstruit sous une nouvelle vision. Leurs noms, autrefois synonymes de prestige, ont été effacés, balayés par le vent des révélations et de la justice. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire, ni le point culminant de ma quête. Un jour, Antoine a tenté de me revoir. Il est apparu à mon bureau, dans le hall de l'immeuble. Ses appels n'avaient pas été retransmis. Il était là, son visage défait, criant mon nom, me disant qu'il m'aimait, qu'il était désolé. La sécurité m'a prévenu, et je suis descendu. Nous nous sommes regardés, à travers ce grand hall de marbre, et je n'ai rien ressenti. Aucun amour, aucune haine. Juste un vide, une absence là où il y avait eu tant. Tu ne m'as pas aimé, Antoine, lui ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Tu as aimé l'idée de moi. Tu as aimé avoir quelqu'un qui te faisait te sentir comme une bonne personne. Mais quand ça a compté, quand j'avais besoin que tu sois réellement une bonne personne, tu as choisi le silence. Notre bébé est mort à cause de ton silence. Je suis morte à l'intérieur à cause de ton silence. Et maintenant tu veux le pardon parce que tu souffres. J'espère que tu vivras longtemps, Antoine. Assez longtemps pour comprendre le poids de tes choix. Je me suis détournée. Je ne l'ai jamais revu. Ce n'était pas un adieu amer, juste la reconnaissance d'une vérité simple, mais douloureuse. J'ai honoré la vision de mon père. Le groupe Moreau International, sous ma direction, a investi dans des logements sociaux à travers tout le pays, dans des écoles pour les communautés défavorisées, des programmes de formation professionnelle pour les survivantes d'abus. L'hôtel particulier des Montagnes, ce lieu où j'avais tant souffert, est devenu Havre de Clère, le plus grand centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales du pays. 200 lits, des services de thérapie, des formations, une crèche. Chaque pièce où j'ai pleuré, où j'ai été humiliée, aide maintenant quelqu'un à guérir. C'est une étrange ironie du destin, n'est-ce pas? J'ai aussi pris le temps de me guérir. 2 fois par semaine, j'allais en thérapie, pour démêler le traumatisme, le deuil, l'absence de mon père. J'ai compris que la vengeance fait du bien sur le moment, oui, il y a un certain soulagement, mais la guérison, elle, fait du bien à long terme. Chaque samedi matin, je me rends au Havre de Clère pour enseigner l'art aux enfants, des petits visages qui me rappellent la Claire que j'étais. Des enfants qui ont été blessés, mais qui n'ont pas abandonné. Je leur dis souvent, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. 1 an après cette réunion mémorable, j'ai reçu une lettre d'Éléonore, de prison.
Son écriture était tremblante, désespérée. Elle me disait que j'avais détruit toute sa vie, qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'était rien. Elle me demandait si j'étais heureuse maintenant. J'ai lu sa lettre une fois. Puis, j'ai écrit une seule phrase en réponse. Maintenant, vous savez ce que j'ai ressenti. La différence, c'est que je ne le méritais pas. Je l'ai envoyée, et je n'ai plus jamais repensé à elle. On me demande parfois si cette vengeance en valait la peine. Si je me sens coupable d'avoir détruit la famille de Montaigne. Ma réponse est simple. Je ne me sens pas coupable de m'être protégée. Je ne me sens pas coupable d'avoir dénoncé des abuseurs. Éléonore voulait me. Je me souviens d'un banc, près de la Seine, là où nos chemins s'étaient croisés. Antoine m'avait dit un jour que j'étais réelle, que je n'étais pas comme les autres femmes de son monde. Sur ce même banc, des années plus tard, les lumières de Paris dansant sur l'eau, je revois cette scène avec les yeux d'aujourd'hui. À l'époque, j'avais cru à cette sincérité dans son regard, à ce besoin de vérité qu'il prétendait trouver en moi. Je m'étais tue, non par faiblesse, mais parce que j'observais, j'écoutais, j'espérais. Il croyait voir en moi une page blanche, une toile facile à peindre, ignorant la force qui sommeillait, enfouie sous les silences. Il pensait que mon absence de prestige, mon monde si simple, me rendait malléable, facile à dominer. Il ne comprenait pas que c'était précisément cette simplicité qui m'avait rendu inébranlable, à ma manière. Le contraste entre le clinquant de sa vie et la discrétion de la mienne, il le voyait comme une faiblesse à exploiter, tandis que c'était ma plus grande armure. La vérité, comme souvent, ne s'est révélée que lorsque tout s'est effondré. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je me souviens encore du cliquetis des coupes de champagne. C'était un son aigu, presque joyeux, qui résonnait dans le grand salon de l'hôtel particulier des Montaigne, ce jour-là. Un son qui tranchait cruellement avec le vide abyssal qui s'installait en moi. Il célébrait. Oui, il célébrait mon départ, ma libération, comme l'énorme bannière scintillante l'affichait au-dessus de leur tête, jour de libération. Le champagne coulait à flots, et les rires s'élevaient, tandis que moi, Claire Dubois, j'étais là, debout, mon cœur transformé en une pierre froide, assistant à mon propre enterrement de vie de femme. Éléonore de Montaigne, ma belle-mère, m'avait regardé avec un sourire cruel. Ses paroles, aiguisées comme des lames, avaient résonné à mes oreilles, me traitant de parasite, quelqu'un qui, enfin, connaissait sa place. Ses yeux brillaient d'une satisfaction glaçante. Puis, Antoine, mon mari, mon Antoine, il s'était penché vers une autre femme, une certaine Camille Valois, l'embrassant tendrement, juste devant mes yeux, devant tous ses invités. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi, un dernier filet d'espoir, une dernière illusion d'amour, s'évanouir dans le vacarme des célébrations. C'était une sensation étrange, un mélange de choc et de vide, comme si mon âme s'était retirée, laissant derrière elle une enveloppe vide. Henri de Montaigne, le père d'Antoine, s'était alors levé. Sa voix, d'habitude si posée, avait lu à haute voix les termes de notre divorce. Chaque mot était une nouvelle gifle. Pas d'argent, pas de biens, rien. Je devais partir avec exactement ce que j'avais apporté dans ce mariage, le néant. Un accord de confidentialité m'interdisait de jamais parler de cette famille. Et je devais quitter les lieux dans les 24 heures. Je me souviens de Sophie, la sœur d'Antoine, qui avait crié « Pourquoi pas 12 heures ?» et tous avaient ri. Tous. C'était une humiliation publique, orchestrée avec une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le stylo pour signer. Je l'ai fait. J'ai signé chaque papier, et à chaque trait, j'avais l'impression de signer l'acte de décès d'une partie de mon être. Éléonore, dans un dernier geste de méchanceté, s'était approchée. Ces mots avaient été un poison pur,
chuchotée à mon oreille, mais gravée à jamais dans ma mémoire. Elle m'avait dit que je n'étais rien en arrivant, et que je ne serais rien en partant. Que personne ne m'aimerait jamais, que j'étais brisée, sans valeur. Puis, pour que tout le monde entende, elle avait demandé à la sécurité de m'escorter, de s'assurer que je ne vole rien en partant. 2 hommes m'avaient saisi par les bras, me tirant vers la porte. Je n'avais pas résisté. Je ne pouvais pas. J'étais en état de choc complet, mon esprit incapable de traiter ce qui se passait. En passant le seuil, j'avais aperçu Camille Valois s'approcher d'Antoine, l'embrassant à nouveau. J'avais regardé l'homme que j'avais aimé, le père de l'enfant que j'avais perdu, embrasser une autre femme, tandis que sa famille célébrait ma destruction. Puis, la porte s'était refermée derrière moi, claquant lourdement. Dehors, je pouvais encore entendre les rires, la musique, la célébration. Mes affaires, jetées dans des sacs poubelles noirs, avaient atterri à mes pieds. Je m'étais effondré sur les marches de pierre, sanglotant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi. C'était le début, ou peut-être la fin d'une très longue histoire. Pour comprendre cela, il fallait remonter un peu plus loin, bien avant ce jour de champagne et de larmes. Avant ce jour, mon nom était Claire Dubois, et j'étais une femme que l'on ne remarquait pas, simplement. Une institutrice en maternelle, avec une vie simple, discrète. Je vivais dans un appartement exigu dans le 19e arrondissement de Paris, avec des meubles chinés et une voiture qui tombait en panne plus souvent qu'elle ne roulait. Ma mère était décédée quand j'avais 16 ans, me laissant seule au monde, enfin presque. Mon père, Laurent Moreau, nous avait quittés quand j'avais 8 ans. Il envoyait de l'argent parfois, assez pour nous maintenir à flot, mais il n'appelait jamais, ne venait jamais, n'expliquait jamais pourquoi il nous avait abandonnés. Ma mère pleurait la nuit, quand elle pensait que je dormais. Et moi, j'ai grandi avec cette conviction que mon père ne nous aimait pas assez pour rester. Elle disait qu'il travaillait dans le commerce international, voyageant constamment. Mais je savais la vérité, ou du moins, je croyais la savoir. Il avait choisi son travail plutôt que sa famille, plutôt que moi. Quand ma mère est partie, l'argent a continué d'arriver, par un système automatisé. Mais l'homme, lui, restait un fantôme. J'ai appris à le haïr pour cela. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. C'est cette Claire, solitaire et un peu invisible, qui avait rencontré Antoine de Montaigne. C'était il y a 2 ans, avant que tout ne s'effondre. J'ai toujours eu cette sensation étrange, un sentiment d'être à la marge, de n'être qu'une silhouette que les gens traversaient du regard sans jamais vraiment la voir. Une sorte d'invisibilité, vous savez. J'étais Claire Dubois, une institutrice en maternelle, passionnée par les petits que j'accompagnais, mais pour le reste du monde, je me fondais dans le décor. Une vie simple, sans éclat, où l'écho de ma propre solitude résonnait parfois un peu trop fort. Les meubles chinés de mon petit appartement, la voiture fatiguée, tout cela renforçait cette image de quelqu'un qui ne demandait rien, et à qui l'on ne donnait pas grand-chose. C'est peut-être cela, cette toile de fond, qui a rendu l'arrivée d'Antoine si éclatante, si bouleversante. Je l'ai rencontré par un soir pluvieux, dans une petite librairie du quartier latin. Il y avait une lecture de poésie, un de ces événements intimes où l'on se sent à la fois privilégié et un peu perdu. Il était différent de tous ceux que j'avais connus. Grand, élégant, avec une manière de parler douce, presque mélodieuse, qui donnait l'impression que vous étiez la seule personne dans la pièce. Il citait des vers d'Apollinaire, posait des questions profondes, et quand son regard a croisé le mien à travers la foule, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une étincelle. Une lueur d'espoir. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un me regardait vraiment, au-delà de l'enveloppe, directement dans l'âme. Ce soir-là, il a semé en moi une graine, fragile, précieuse. Il m'a poursuivi avec une intensité qui m'a d'abord troublée, puis a fini par m'envelopper complètement. Des bouquets de fleurs livrés à mon école,
des petits mots écrits à la main, glissés sur le pare-brise de ma voiture. De longues promenades le long de la Seine, au crépuscule, où il me parlait de ses rêves, de son désir d'échapper à ce monde des affaires que sa famille avait édifié. Il me racontait ses aspirations, ses lassitudes face aux faux-semblants de son milieu. Une nuit, alors que nous étions assis près de l'eau, il m'a regardé, ses yeux sombres reflétant les lumières de la ville, et il m'a dit des mots que je n'oublierai jamais. « Claire, tu es différente », m'avait-il murmuré, sa voix empreinte d'une sincérité désarmante. « Tu es réelle. Tout le monde dans mon monde porte un masque, joue un rôle, mais toi, tu es authentique. Avec toi, je peux enfin respirer. » Chaque syllabe était un baume pour mon âme solitaire. Il me faisait me sentir vue, valorisée, chérie. Comment aurais-je pu ne pas tomber amoureuse de lui, complètement? Il était la réponse à une prière silencieuse, la famille que j'avais tant cherchée. Après une année de ces moments doux, intenses, il m'a demandé en mariage. C'était au même endroit, près de la Seine, là où nous avions eu notre première conversation vraiment profonde. Il s'est agenouillé, et son regard disait tout ce que mon cœur avait toujours espéré entendre. Sans la moindre hésitation, j'ai dit oui. Un oui sincère, entier. Je me suis accrochée à cette promesse d'un avenir à deux, d'une famille enfin. Je me suis dit que j'avais enfin trouvé la personne qui resterait à mes côtés, quoi qu'il arrive. Je croyais en lui, en nous, de tout mon être. Je pensais avoir trouvé mon havre de paix, l'encre qui me lierait à ce monde. Avec le recul, je réalise l'étendue de ma naïveté, l'innocence avec laquelle j'ai tendu la main vers ce qui n'était, hélas, qu'une magnifique illusion. Mon entrée dans l'univers d'Antoine avait été un conte de fées, mais la rencontre avec sa famille, ce fut le premier avertissement, une fissure dans mon rêve, à peine perceptible au début. L'hôtel particulier des Montagnes, à Neuilly-sur-Seine, n'était pas une maison, mais un véritable monument. Des sols en marbre poli qui résonnaient sous mes pas, des lustres en cristal scintillant de mille feux, et un personnel qui évoluait silencieusement, comme des ombres. C'était un lieu d'une richesse ostentatoire, mais étrangement froid, dépourvu de la chaleur que j'associais à un foyer. Dès le seuil franchi, j'avais senti une atmosphère différente, lourde, une sorte d'examen silencieux. Éléonore, la mère d'Antoine, était une femme grande, aux traits ciselés, et ses yeux semblaient évaluer votre valeur en une fraction de seconde. Ce regard m'avait transpercé, me pesant comme une sentence non prononcée. Son mari, Henri, le père d'Antoine, n'avait presque pas levé les yeux de son téléphone pendant toute la durée de notre première rencontre, à peine un hochement de tête distrait en guise de salutation. Et Sophie, la sœur d'Antoine, avait passé le dîner entier à chuchoter et à rire avec ses amis, me jetant des regards moqueurs et mesquins. Le repas fut une épreuve. Je me souviens d'Éléonore, sa voix mielleuse, empreinte d'une fausse douceur, me disant « Alors, Claire, Antoine nous dit que vous êtes institutrice. C'est charmant. Cela doit être tout un défi, de vivre avec un salaire si modeste. Dites-moi, ma chère, comment cela fonctionne-t-il exactement ?» La condescendance dans sa voix était palpable, un venin subtil. Elle avait prononcé le mot « modeste » comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse, d'une tare irrémédiable. J'aurais dû voir, là, tout de suite. La condescendance, le jugement, le mépris à peine voilé. Mais j'étais aveuglé par l'amour, par l'espoir que j'avais placé en Antoine. Sous la table, il avait serré ma main, un geste discret, un murmure silencieux de soutien. Je m'étais accroché à ce geste, le transformant en une encre dans la tempête naissante. Je m'étais convaincu qu'Éléonore avait simplement besoin de temps, qu'une fois qu'elle verrait à quel point j'aimais son fils, tout irait bien. J'étais tellement naïve. Une naïveté, je crois, forgée dans ma propre solitude, dans ce désir ardent de faire partie de quelque chose, d'être accepté, d'avoir enfin une famille. Antoine avait insisté pour que nous vivions avec sa famille après le mariage. Juste un an,
avait-il promis, ses yeux remplis de l'amour que j'attendais. Juste le temps d'économiser suffisamment pour notre propre chez nous. Mes parents ont tellement d'espace, et cela nous aidera à bâtir une base solide. Ces mots, doux comme du miel, avaient scellé mon destin. Je m'étais persuadée que c'était une solution temporaire, un petit sacrifice pour un bonheur futur. Mais cette année-là s'est transformée en 5 ans d'un enfer absolu. 5 années qui m'ont brisé, morceau par morceau, jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus dans le reflet du miroir. Avec le recul, je me demande, combien de fois dans notre vie, nous efforçons-nous de justifier ces signaux d'alerte flagrants, simplement par peur de perdre un amour que nous croyons unique? Chers auditeurs, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait déjà ressenti cela? Ces 5 années passées sous le toit des Montagnes, à Neuilly-sur-Seine, ont été un lent naufrage. Une année, ce fut la promesse d'Antoine, mais cette année-là se transforma en 5 ans d'un enfer absolu. 5 années qui m'ont usé, brisé, jusqu'à ne plus reconnaître la jeune femme que j'avais été. Éléonore, ma belle-mère, avait une façon de me torturer qui était à la fois subtile et implacable. Au début, c'étaient des commentaires insidieux sur mes vêtements, jugés inappropriés pour les dîners de famille, des suggestions à peine voilées que je devrais manger dans la cuisine avec le personnel, car, disait-elle, je ne connaissais pas les bonnes manières. Puis, des listes de règles qui ne s'appliquaient qu'à moi, ne parler que si l'on m'interrogeait, ne pas utiliser l'entrée principale, ne pas inviter qui que ce soit sans permission. J'ai essayé. J'ai tellement essayé de suivre chaque règle, de devenir la belle-fille parfaite. Mais rien n'était jamais suffisant. Plus j'essayais, pire cela devenait. Comme si mon effort nourrissait leur mépris. Les choses ont commencé à dépasser les limites, environ 6 mois après le mariage. La première fois qu'Éléonore m'a frappé, c'était parce que j'avais, sans le vouloir, interrompu sa conversation téléphonique. Le choc avait été total, ma joue en feu, mes yeux piqués par les larmes. Elle m'avait regardé avec une froide satisfaction, ses yeux d'acier plantés dans les miens. « C'est pour ton manque de respect », avait-elle dit d'une voix calme, presque détachée. « Peut-être qu'ainsi, tu apprendras ta place. » J'avais attendu qu'Antoine dise quelque chose, qu'il me défende, qu'il dise à sa mère qu'elle n'avait pas le droit de me traiter ainsi. Mais il était resté là, dans l'embrasure de la porte, pâle et silencieux. Puis, il était parti. C'était devenu un schéma. Éléonore me blessait, m'humiliait, me détruisait petit à petit, et Antoine restait là, comme une statue inerte. En privé, il me prenait dans ses bras tandis que je pleurais, murmurant des excuses. « Je suis désolée, Claire. Je t'aime tellement. Donne-moi juste du temps. Je vais arranger ça. Nous aurons bientôt notre propre chez nous. Je te le promets. » Mais les promesses ne se sont jamais concrétisées. Le temps passait, et rien ne changeait, si ce n'est la profondeur de mon désespoir. Une fois, lors d'une dispute, Éléonore m'avait poussé contre une armoire vitrée. Mon bras s'était entaillé, le sang perlant sur le tapis immaculé. « Regarde ce que tu as fait », avait-elle sifflé. « Tu es si maladroite. Nettoie ce désordre immédiatement. » Une autre fois, elle m'avait jeté du café brûlant dessus, brûlant mon épaule si horriblement que la peau avait cloqué. Oups, ma main a glissé. Tu devrais vraiment être plus prudente avec les boissons chaudes, ma chère. Elle m'avait enfermé une nuit entière dans le débarras de la cave, en plein hiver, parce que j'avais osé suggérer que je pourrais peut-être l'accompagner à une réception professionnelle avec Antoine. J'avais frappé à cette porte jusqu'à ce que mes mains soient meurtries, criant à l'aide, mais personne n'était venu. Le matin suivant, quand la femme de ménage m'avait enfin libérée, Éléonore prenait son petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Sophie, la sœur d'Antoine, était pire à certains égards, car sa cruauté était purement psychologique. Elle avait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux, s'était liée d'amitié avec moi en ligne,
se faisant passer pour quelqu'un qui comprenait ce que je traversais. Elle avait extrait mes secrets les plus profonds, mes peurs les plus intimes, puis les avait exposés lors des réunions de famille. Elle avait même monté des photos de moi avec d'autres hommes et les avait montrées à Antoine, semant le doute sur ma fidélité. Elle avait trouvé les bijoux de ma mère, la seule chose qu'il me restait d'elle, et les avait jetés, me disant que c'était de la camelote. Quand je m'étais effondrée en pleurs, elle l'avait filmé et posté en ligne avec une légende parlant de « chasseuse de fortune dramatique ». Henri, lui, contrôlait entièrement nos finances. Il me donnait une allocation de 50 € par semaine et surveillait chaque achat. Quand j'achetais des produits discount pour essayer d'économiser, il me les faisait retourner. Même notre personnel achète de meilleure qualité que ces ordures. Essayez-vous d'embarrasser cette famille? Antoine, mon mari, n'avait pas non plus accès à son propre fonds fiduciaire. Henri contrôlait cela aussi. Nous étions tous les deux piégés, mais Antoine avait grandi dans cette prison dorée. Il ne savait pas comment en échapper, et finalement, je crois qu'il a cessé d'essayer. Le pire, ce n'était pas la douleur physique, ni même l'humiliation. C'était de voir l'homme que j'aimais devenir un lâche sous mes yeux. Antoine tenait sincèrement à moi. Je le sais. Mais Éléonore avait passé toute sa vie à le briser, le conditionnant à se soumettre à sa volonté. Chaque fois qu'il essayait de lui tenir tête, elle brandissait la culpabilité. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après avoir failli mourir en te mettant au monde, c'est ainsi que tu me rembourses? En choisissant une inconnue plutôt que ta propre mère? Et Antoine s'effondrait, à chaque fois. Je continuais à me dire que les choses s'amélioreraient, que l'amour suffirait, qu'un jour, il trouverait son courage et que nous nous échapperions ensemble. J'ai tenu à cet espoir pendant 5 ans. J'ai découvert ma grossesse un mardi matin. 10 semaines. Je me souviens m'être tenue devant le miroir de cette salle de bain, le test positif entre mes mains tremblantes. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas ressenti du désespoir, mais une véritable et sincère espérance. Une lueur, douce et fragile, s'était allumée en moi. Peut-être que ce bébé, notre bébé, changerait tout. Peut-être que le fait de devenir père donnerait à Antoine la force qui lui manquait tant. Peut-être même qu'Éléonore s'adoucirait en devenant grand-mère. C'était une idée si douce, si tentante. J'avais rêvé de l'annoncer au dîner du dimanche, et j'avais même acheté de minuscules chaussons de bébé, tout juste assez grands pour la paume de ma main, pour rendre ce moment encore plus spécial, plus palpable. Mais ce dimanche-là, le destin en a décidé autrement. Ce matin-là, le collier de rubis inestimable d'Éléonore avait disparu. Un bijou de famille, d'une valeur de 2 millions d'euros. Sans un instant d'hésitation, son regard s'était posé sur moi, et elle m'avait accusé. Elle a toujours été jalouse de ce collier, avait-elle déclaré, ses yeux luisants d'une satisfaction malveillante que je n'oublierai jamais. Henri avait immédiatement convoqué une réunion de famille. J'avais été traînée devant eux comme une criminelle en jugement. Je n'ai rien pris, avais-je supplié, ma voix étreinte par la peur. S'il vous plaît, vous devez me croire. Mais Éléonore avait insisté pour fouiller ma chambre. Et c'est là qu'il l'avait trouvé, le collier, dans le tiroir de ma commode. Je n'avais aucune idée de comment il y était arrivé, mais la vérité n'avait pas d'importance. Éléonore avait hurlé, me traitant de voleuse ignoble, et un choc violent avait touché mon visage, me faisant tomber au sol. Mes lèvres s'étaient fendues, et le goût ferreux du sang s'était mêlé à mes larmes silencieuses. Henri avait menacé d'appeler la police. Et Antoine, le père de mon enfant à naître, était resté là, silencieux, figé, inutile. Le stress, le choc, la violence des mots et des gestes, tout cela avait déclenché des crampes. Une douleur aiguë, terrible, dans le bas-ventre. J'avais senti une humidité se répandre, et en regardant vers le bas, j'avais vu du sang. Tellement de sang. Je m'étais effondré là, sur le marbre froid, suppliant de l'aide,
les suppliant d'appeler une ambulance, essayant de leur dire pour le bébé. Éléonore m'avait regardé avec un mépris glacial. « Arrête d'être si dramatique », avait-elle dit, sa voix dénuée de toute humanité. « Il n'y a pas de bébé, juste un de tes pathétiques mensonges. » C'est là qu'Antoine avait enfin bougé. Il m'avait soulevée, portée jusqu'à sa voiture et m'avait conduite à l'hôpital. Mais il était trop tard. Le médecin avait confirmé ce que je savais déjà, ce que mon corps m'avait hurlé dans la douleur. J'avais perdu le bébé. Notre bébé. La petite vie qui était censée nous sauver. Partie. J'avais été sous sédatif. Quand je m'étais réveillée, des heures plus tard, Antoine était assis à côté du lit, les larmes coulant sur son visage. « Je suis si désolé », répétait-il encore et encore. « Je suis si désolé. » Je l'avais regardé, vraiment regardé. Et je n'avais plus vu mon mari. Je n'avais vu qu'un homme faible et brisé, un homme qui avait laissé sa famille tuer notre enfant. Mon cœur s'était fermé. « Sors d'ici », avais-je murmuré, ma voix presque inaudible. Il était parti. Avec lui, s'en était allée ma dernière once de confiance, ma dernière étincelle d'espoir pour l'homme que je pensais aimer. Quelque chose en moi était mort ce jour-là, bien avant de savoir ce que l'avenir me réservait. Après avoir été jeté hors de l'hôtel particulier des Montagnes, mes quelques affaires entassées dans des sacs poubelles noirs, je n'avais eu qu'une seule idée, fuir loin de ce tumulte, loin de ces rires, loin de cette humiliation qui me rongeait. Je m'étais retrouvé dans un modeste hôtel de province, à la périphérie d'une ville moyenne. 30 € la nuit, une moquette usée, un chauffage capricieux qui peinait à dissiper le froid de ma solitude. Je me souviens m'être allongé sur ce lit défoncé, fixant le plafond haché, les yeux secs mais l'âme en lambeaux. Le monde extérieur continuait de tourner, mais le mien s'était arrêté net. Le portable, que je n'osais plus regarder, vibrait parfois, me rappelant le flot incessant des commentaires. La vidéo de mon humiliation, postée par Sophie, avait atteint des millions de vues, et chaque notification était une nouvelle pierre jetée sur ma dignité. On me traitait de chasseuse de fortune, de menteuse, de briseuse de foyer, des mots cruels qui résonnaient dans le silence de ma chambre, amplifiant le sentiment d'être une paria. J'étais seule, complètement. Éléonore avait si bien orchestré mon isolement au fil des années que je n'avais plus d'amis, plus de famille pour qui me tourner. Il ne me restait que 400 € sur mon compte en banque, un chiffre dérisoire face à l'abîme qui s'ouvrait devant moi. 48 heures auparavant, j'avais cru être la femme d'un homme que j'aimais, prête à fonder une famille. Maintenant, je n'avais plus de mari, plus d'enfants, plus de foyer, plus de dignité. Juste un vide immense. Mes regards se posaient sur la petite bouteille de cachet posée sur la table de chevet, ce que j'utilisais pour mes maux de tête. L'idée, une idée sombre et lancinante, avait commencé à prendre forme, me murmurant à l'oreille à quel point il serait facile de tout arrêter, de simplement cesser d'exister. Peut-être qu'Éléonore avait raison. Peut-être que je n'étais vraiment rien. Une simple ombre qui allait disparaître, sans que personne ne s'en soucie. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le bourdonnement lointain de la route et le grincement du vieux radiateur. À 2 heures du matin, mon portable a vibré, puis a sonné. Un numéro international inconnu. J'avais hésité, la main suspendue au-dessus de l'appareil. À quoi bon? Qui pouvait bien me vouloir? Mais quelque chose, une infime curiosité ou peut-être la dernière étincelle de survie, m'avait poussé à répondre. Allô, avais-je murmuré, ma voix était creuse, éteinte, presque méconnaissable. Mademoiselle Claire Dubois, avait demandé une voix masculine, calme et professionnelle. Oui, c'est moi. Mon nom est Maître Dupont. Je vous appelle de Genève. Je suis l'avocat de Laurent Moreau. Laurent Moreau. Mon père. L'homme qui nous avait abandonnés. Le nom, prononcé ainsi,
était comme un écho lointain, sans signification réelle pour moi. Je n'avais rien ressenti. Ni chagrin, ni tristesse, juste un vide indifférent. Je vous appelle pour vous informer que votre père est décédé il y a 4 semaines. Un haussement d'épaule invisible. D'accord, merci de me prévenir, avais-je répondu, et j'avais commencé à raccrocher. C'était la fin de la conversation, pensais-je. Mais Maître Dupont avait continué, sa voix retenant mon attention. Attendez, mademoiselle Dubois, il y a autre chose. Votre père vous a laissé quelque chose. J'avais ri, un rire amer et sans joie, le son étranger dans le silence de la pièce. Laissez-moi deviner. Des dettes. Il y avait eu un court silence de l'autre côté de la ligne, puis Maître Dupont avait prononcé des mots qui, à cet instant précis, avaient fait basculer mon monde. Non, l'intégralité de son patrimoine. Mademoiselle Dubois, votre père était Laurent Moreau. Le Laurent Moreau, fondateur et PDG du groupe Moreau International. Mon souffle s'était coupé. Je connaissais ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. L'un des conglomérats les plus puissants du monde. Technologie, produits pharmaceutiques, immobilier, énergie. Il possédait des parts dans presque tout. C'est impossible, avais-je murmuré, ma voix étranglée. Mon père travaillait dans le commerce international. C'était sa couverture, mademoiselle Dubois, pour vous protéger, avait expliqué Maître Dupont. Vous êtes désormais l'unique héritière d'un empire de 75 milliards d'euros. Le téléphone m'avait échappé des doigts, tombant avec un bruit sourd sur la moquette usée. La pièce avait commencé à tourner autour de moi, les murs se refermant, puis s'éloignant, comme dans un rêve fiévreux. 75 milliards d'euros. C'était un chiffre que mon esprit, habitué aux modestes 400 €, ne pouvait pas, ne voulait pas, comprendre. Le lendemain de cet appel surréaliste, Maître Dupont, l'avocat, est arrivé. Il n'était pas seul. Il avait avec lui des dizaines de cartons, remplis de documents, de papiers juridiques, de bilans financiers qui affichaient des sommes tellement colossales qu'elles en perdaient tout sens. C'était comme si ma réalité s'était déchirée pour révéler un monde parallèle, un monde dont j'ignorais toute l'existence. Au milieu de cette pile de preuves d'une richesse inimaginable, il y avait une enveloppe. Une simple enveloppe, contenant une lettre manuscrite. C'était la main de mon père. Laurent Moreau. L'homme que j'avais haï, puis oublié, puis cru mort dans l'anonymat d'une vie de représentant de commerce. J'ai pris la lettre, mes mains tremblantes, et j'ai lu. Chaque mot était une piqûre, puis un baume, puis une révélation. Les larmes ont commencé à couler, silencieusement d'abord, puis à flot, brouillant les lignes. Mon cher Laurent, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolé de n'avoir pu te dire la vérité de mon vivant. Je n'étais pas un simple voyageur de commerce. J'ai construit l'une des plus grandes entreprises du monde. Je t'ai quitté, toi et ta mère, parce que mes ennemis vous auraient tués toutes les deux. Je devais vous rendre invisible, inconnu, en sécurité. Chaque décision que j'ai prise, chaque anniversaire manqué, chaque appel que je n'ai pas fait, c'était pour te protéger. J'ai t'observé de loin. J'étais si fière de la femme que tu es devenue. Aimable malgré toutes les raisons d'être cruelle, forte malgré ta solitude. J'ai construit cet empire pour toi, Claire. Utilise-le pour changer le monde. Utilise-le pour aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et si quelqu'un t'a un jour blessé, détruis-le. Avec tout mon amour, papa. La lettre était finie. Mais mon monde, lui, venait de recommencer. Ce n'était pas seulement la richesse, non. C'était la vérité. La vérité sur un amour immense, un sacrifice que je n'avais jamais compris. La haine, patiemment nourrie pendant des décennies, s'est transformée en une tristesse infinie, un regret lancinant de ne jamais avoir connu cet homme. Il m'avait aimé. Il m'avait protégé.
À sa manière, une manière que je commençais à peine à effleurer. Cette lettre était à la fois un fardeau et une libération. Elle m'offrait un sens, une direction, au milieu du chaos. Le mot « détruis-le » résonnait en moi, non pas comme une incitation à la vengeance aveugle, mais comme un appel à restaurer un équilibre, à faire éclater la justice là où l'injustice avait régné en maître. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans une sorte de brouillard lucide. Des rencontres avec des membres du conseil d'administration du groupe Moreau International, des noms prestigieux, des visages inconnus. J'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce que je possédais, la puissance de cet héritage. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était un levier, une force capable de déplacer des montagnes. Lentement, mais sûrement, la claire du bois invisible, brisée, a commencé à se métamorphoser. Ce n'était pas une transformation magique, non, mais une résurgence, une volonté d'acier qui s'éveillait en moi. J'ai commencé à assembler la meilleure équipe que l'argent puisse acheter, des avocats aiguisés, des enquêteurs discrets, des spécialistes en relations publiques, des stratèges d'affaires. Des esprits brillants, capables de naviguer dans les eaux troubles des affaires et de la justice. Ma première instruction, la plus urgente, a été claire et précise: je veux que vous enquêtiez sur la famille de Montaigne. Chaque recoin, chaque secret. Je veux tout savoir. Si vous m'accompagnez encore à ce moment de mon récit, j'aimerais tant que vous me laissiez un petit commentaire avec le chiffre 1. C'est une façon de me dire que je ne suis pas seul à me souvenir de ces moments, et votre présence est le plus grand des encouragements pour que je vous livre la suite. Avec mon équipe nouvellement formée, triée sur le volet, j'ai plongé dans le monde des Montaigne, non plus comme une victime silencieuse, mais comme une stratège. Je voulais comprendre chaque rouage de leur vie, chaque secret, chaque zone d'ombre. Mes avocats, mes enquêteurs, mes spécialistes, ils travaillaient dans l'ombre, avec une efficacité redoutable, et ce qu'ils ont découvert fut, à mes yeux, d'une beauté presque glaçante. Les masques sont tombés, un à un. Il y avait cette vidéo, par exemple. Une vidéo que Sophie s'était filmée elle-même, avec une fierté stupide, montrant comment elle avait glissé le collier dans mon tiroir, puis se vantant de son acte ignoble à ses amis. La preuve était là, irréfutable, de sa cruauté mesquine. Ensuite, sont apparues les preuves qu'Éléonore avait effectivement corrompu le médecin qui m'avait examiné. Un paiement, un accord tacite, pour qu'il mente sur la durée de ma grossesse, pour qu'il alimente le déni d'Antoine. Ce médecin, il avait fini par avouer, se sentant piégé, menacé. Et Henri, le père d'Antoine, celui qui se posait en parangon de vertu, avait une longue histoire de fraude fiscale, un système complexe et bien rodé. Mon équipe avait mis au jour des années de manœuvres illégales, des millions d'euros cachés, évadés. Tout cela, ils l'avaient fait, sans la moindre vergogne. Mais la plus grande révélation, celle qui m'a donné les rênes de leur destin, fut la découverte de leur véritable situation financière. Leur richesse, tant affichée, n'était en grande partie qu'une illusion. Montaigne Patrimoine était, en réalité, un château de cartes, bâti sur une montagne de dettes, un amas de prêts masqués par des jeux d'écriture comptable. C'était une façade magnifique, mais fragile. Mon cœur n'a pas jubilé. Non. J'ai juste senti une résolution froide, calme. C'était là que mon pouvoir allait s'exercer. Ma décision a été prise, sans bruit, sans émotion apparente. J'ai chargé mes équipes d'acquérir, en secret, toutes leurs dettes, morceau par morceau, par le biais de différentes sociétés écrans, des entreprises que personne ne pouvait relier à moi. C'était un jeu d'échecs complexe, où chaque mouvement était calculé avec une précision chirurgicale. Ils étaient exactement là où je voulais qu'ils soient. Pendant 8 longs mois, j'ai observé, discrètement, depuis les coulisses, leur chute inéluctable. J'ai vu les propriétés Montaigne s'effondrer une à une, leurs investissements se transformer en poudre. Les procès s'accumulaient, étouffant leurs maigres ressources. Les banques,
qui autrefois leur ouvrait leurs portes à deux battants, leur tournait désormais le dos. Leur empire, autrefois si imposant, vacillait, tremblait, menaçant de s'écrouler à tout moment. Et juste au moment où ils se trouvaient au bord de la faillite, quand l'espoir s'amenuisait pour eux, une société mystérieuse, nommée la Collective Phoenix, a fait une offre. Une proposition de 300 millions d'euros pour sauver leur entreprise. Une bouée de sauvetage inespérée. Il y avait une seule condition, une seule et unique exigence. Toute la famille de Montaigne devait assister à une réunion du conseil d'administration. Ils avaient célébré. Je l'ai appris par des bruits de couloir, par les réseaux sociaux. Ils avaient célébré comme s'ils avaient gagné au loto, comme si leur chance était revenue. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Aucune idée que les fils d'araignée que j'avais patiemment tissés étaient sur le point de se refermer. C'était une attente lourde, mais nécessaire. Une attente qui portait en elle le poids de mon passé, et la promesse d'une justice à venir. Le jour de la réunion, je me suis levé, un sentiment de calme étrange m'habitait. Ce n'était pas l'excitation d'une vengeance, ni même la joie d'une victoire imminente. C'était une détermination froide, forgée par des années de souffrance et des mois de préparation minutieuse. J'ai revêtu un tailleur blanc, immaculé, symbole d'un nouveau départ. Aux oreilles, des boucles d'oreilles en diamant que mon père m'avait laissées, un poids léger mais puissant. Mes cheveux étaient parfaitement coiffés, mon visage sans fard, mais mon regard était différent. Je me suis regardé dans le miroir. La femme brisée, abusée, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, une personne que je commençais à peine à découvrir. La famille de Montaigne était arrivée au grand hôtel des Capucines, leur visage empreint d'une confiance arrogante. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que j'étais parti pour de bon, une erreur à oublier. Ils sont entrés dans la suite présidentielle, où une soixantaine de personnes attendaient, des avocats impassibles, des journalistes discrets, des magnats des affaires, des membres du conseil d'administration. Henri de Montaigne, imperturbable, avait commencé son discours rodé, parlant de l'héritage de Montaigne patrimoine et de sa glorieuse tradition. Et c'est à ce moment-là que je suis entré. Brisée. Elle voulait que je croie que je n'étais rien. Mais je n'étais rien. Je n'ai jamais été rien. Et au moment où j'ai réalisé cela, au moment où je suis entré dans l'héritage de mon père, je suis devenu inarrêtable. Les Montaigne pensaient que ma pauvreté me rendait faible. Ils se sont trompés. Elle m'a rendue résiliente. Et quand j'ai enfin eu le pouvoir, j'ai su exactement comment l'utiliser. Non pas pour devenir comme eux, mais pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et la justice ne s'excuse pas. Après le tumulte de cette réunion, où les masques sont tombés et les verdicts ont été prononcés, la famille de Montaigne s'est effondrée. Éléonore, Henri et Sophie ont dû faire face aux conséquences de leur choix, au banc des tribunaux, aux lourdes peines. Montaigne Patrimoine a été démantelé, puis reconstruit sous une nouvelle vision. Leurs noms, autrefois synonymes de prestige, ont été effacés, balayés par le vent des révélations et de la justice. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire, ni le point culminant de ma quête. Un jour, Antoine a tenté de me revoir. Il est apparu à mon bureau, dans le hall de l'immeuble. Ses appels n'avaient pas été retransmis. Il était là, son visage défait, criant mon nom, me disant qu'il m'aimait, qu'il était désolé. La sécurité m'a prévenu, et je suis descendu. Nous nous sommes regardés, à travers ce grand hall de marbre, et je n'ai rien ressenti. Aucun amour, aucune haine. Juste un vide, une absence là où il y avait eu tant. Tu ne m'as pas aimé, Antoine, lui ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Tu as aimé l'idée de moi. Tu as aimé avoir quelqu'un qui te faisait te sentir comme une bonne personne. Mais quand ça a compté, quand j'avais besoin que tu sois réellement une bonne personne, tu as choisi le silence.
Notre bébé est mort à cause de ton silence. Je suis morte à l'intérieur à cause de ton silence. Et maintenant tu veux le pardon parce que tu souffres. J'espère que tu vivras longtemps, Antoine. Assez longtemps pour comprendre le poids de tes choix. Je me suis détournée. Je ne l'ai jamais revu. Ce n'était pas un adieu amer, juste la reconnaissance d'une vérité simple, mais douloureuse. J'ai honoré la vision de mon père. Le groupe Moreau International, sous ma direction, a investi dans des logements sociaux à travers tout le pays, dans des écoles pour les communautés défavorisées, des programmes de formation professionnelle pour les survivantes d'abus. L'hôtel particulier des Montagnes, ce lieu où j'avais tant souffert, est devenu Havre de Clère, le plus grand centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales du pays. 200 lits, des services de thérapie, des formations, une crèche. Chaque pièce où j'ai pleuré, où j'ai été humiliée, aide maintenant quelqu'un à guérir. C'est une étrange ironie du destin, n'est-ce pas? J'ai aussi pris le temps de me guérir. 2 fois par semaine, j'allais en thérapie, pour démêler le traumatisme, le deuil, l'absence de mon père. J'ai compris que la vengeance fait du bien sur le moment, oui, il y a un certain soulagement, mais la guérison, elle, fait du bien à long terme. Chaque samedi matin, je me rends au Havre de Clère pour enseigner l'art aux enfants, des petits visages qui me rappellent la Claire que j'étais. Des enfants qui ont été blessés, mais qui n'ont pas abandonné. Je leur dis souvent, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. 1 an après cette réunion mémorable, j'ai reçu une lettre d'Éléonore, de prison. Son écriture était tremblante, désespérée. Elle me disait que j'avais détruit toute sa vie, qu'elle n'avait plus rien, qu'elle n'était rien. Elle me demandait si j'étais heureuse maintenant. J'ai lu sa lettre une fois. Puis, j'ai écrit une seule phrase en réponse. Maintenant, vous savez ce que j'ai ressenti. La différence, c'est que je ne le méritais pas. Je l'ai envoyée, et je n'ai plus jamais repensé à elle. On me demande parfois si cette vengeance en valait la peine. Si je me sens coupable d'avoir détruit la famille de Montaigne. Ma réponse est simple. Je ne me sens pas coupable de m'être protégée. Je ne me sens pas coupable d'avoir dénoncé des abuseurs. Éléonore voulait me briser. Elle voulait que je croie que je n'étais rien. Mais je n'étais rien. Je n'ai jamais été rien. Et au moment où j'ai réalisé cela, au moment où je suis entrée dans l'héritage de mon père, je suis devenue inarrêtable. Les Montagnes pensaient que ma pauvreté me rendait faible. Ils se sont trompés. Elle m'a rendue résiliente. Et quand j'ai enfin eu le pouvoir, j'ai su exactement comment l'utiliser. Non pas pour devenir comme eux, mais pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et la justice ne s'excuse pas. Mon récit, celui de Claire Dubois-Moreau, s'achève ici. Ce chemin que j'ai parcouru, il a eu son prix, ses éclairs de douleur, mais aussi ses moments de clarté inattendue. Chaque choix, chaque sacrifice, chaque silence, a forgé la femme que je suis devenue. Je me demande souvent ce que vous auriez fait, à ma place, quand tout semblait perdu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je crois, seulement des chemins que l'on trace avec ce que l'on a. Vos pensées, vos propres échos de cette histoire, m'aident à comprendre. N'hésitez pas à les partager en commentaire, si le cœur vous en dit. Si mon histoire a résonné en vous, d'une manière ou d'une autre, et que vous souhaitez que ces voix silencieuses continuent de se faire entendre, peut-être pourriez-vous laisser une trace, un simple « j'aime », un partage à ceux qui en auraient besoin, ou vous abonner à La Revanche Silencieuse. C'est une façon de rester connecté, de ne pas se sentir seul sur son propre chemin. La vie continue, n'est-ce pas? Toujours pleine de surprises, de leçons, de nouveaux départs. Prenez soin de vous. À bientôt, peut-être, pour d'autres récits, d'autres réflexions.
Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.